Bienvenue dans notre Zoom du jour. À mes côtés, un désormais habitué du plateau de TV Liberté, Xavier Leguet. Bonjour. Bonjour. Alors, vous revenez pour la présentation de cet ouvrage, un pamphlet, La résignation, après la présentation de ce qui était votre premier roman, 1er décembre, c'était le titre. Donc aujourd'hui, voilà, La résignation, ça tourne évidemment autour de l'actualité covidienne. Ma première question, Xavier Leguet, la réalité brute, dites-vous, ça n'existe pas vraiment. Je vous cite, le réel, c'est ce qu'on en fait, ça se présente, ça se travaille, ça s'enjolive ou ça s'assombrit. Tout dépend de l'objectif. Justement, c'est quoi l'objectif ? Écoutez, on peut constater qu'on a vu quand même depuis le début de la crise sanitaire une grosse manipulation des chiffres qui ont servi à justifier des politiques publiques toujours plus restrictives les unes après les autres. On a eu le confinement. Bon, une fois qu'on est sorti du confinement, on a eu l'obligation de porter un masque dans les endroits clos. Après, on a eu l'obligation de porter un masque à l'extérieur. Aujourd'hui, on assiste à des fermetures de bars et de restaurants. On voit que la réalité des chiffres qui nous est présentée sert de justification et n'est peut-être pas toujours la réalité telle qu'on pourrait l'entendre au sens des constatations. Un exemple tout simple, c'est que pendant le confinement, on nous donnait des chiffres de mortalité. On nous annonçait parfois 500, 600, 700 morts quotidiens. Aujourd'hui, qu'on a un chiffre de mortalité qui est très faible, on nous parle de cas positifs. Alors on nous annonce parfois 10 000, 12 000, 15 000 cas positifs, en oubliant absolument de préciser qu'un cas positif n'est pas un malade et n'est pas forcément quelqu'un de contagieux. Ça peut être quelqu'un qui a des résidus de virus, parce que la façon dont les tests PCR sont effectués montre bien que c'est pas toujours très très fiable et qu'on peut pas qualifier quelqu'un de positif de nécessairement malade. Et on se sert aujourd'hui de ces chiffres-là pour justifier de nouvelles mesures restrictives, comme par exemple la fermeture des restaurants en estimant qu'on atteint des indicateurs qui sont révélateurs de l'état d'urgence maximale, ou je sais plus comment ils appellent ça, mais enfin bon bref, qu'on rentre en fait dans une espèce de zone dangereuse en raison d'une surreprésentation de cas positifs parmi les gens testés. Donc ça, c'est pour moi un exemple type d'une réalité améliorée, j'ai envie de dire, une réalité qui va dans le sens de la volonté du pouvoir et qui n'est peut-être pas la réalité brute ou la réalité telle qu'on pourrait l'entendre si on se penchait un petit peu plus sur ce qui nous est raconté. Oui, on oublie souvent de dire qu'une épidémie se mesure au nombre de morts, au nombre de malades effectifs. Aujourd'hui, on voit bien que le nombre de morts est tombé à une douzaine en moyenne par jour. Donc ça n'est plus qualifié d'épidémie. Le confinement, pour revenir dessus, avait commencé par une vindicte populaire contre ceux qui ont fui les grandes villes pour rejoindre leurs maisons secondaires. Comment est-ce que vous avez perçu le réveil, c'est ce que vous écrivez dans votre ouvrage, de ces bas instincts ? Alors c'est ça que j'ai trouvé très amusant, c'est qu'on a dit aux gens qu'il fallait se confiner pour surtout pas être en contact les uns avec les autres, particulièrement dans les grandes métropoles surpeuplées. Beaucoup de gens qui ont la chance d'avoir des maisons secondaires ou de la famille en province sont partis. Ce qui aurait pu être considéré comme un bon réflexe, puisque l'idée c'est justement de se séparer les uns des autres et de prendre le large, de prendre de la distance, a été perçu au contraire comme quelque chose de réservé à une classe dominante, à une élite bourgeoise, et a été totalement vilipendé, comme quoi ces gens fuyaient. On a comparé ça un petit peu à une forme de débâcle. C'est amusant parce que beaucoup de gens qui ont reproché aux gens d'être partis, eux-mêmes étaient partis se confiner ailleurs. On a vu des stars, etc., qui disaient non mais il faut pas s'enfuir, il faut pas risquer d'aller contaminer les provinces, tout en prenant des photos d'eux dans des décors campagnards, en les postant sur Instagram, etc. Et à côté de ça, on se rend compte que la stratégie de partir un petit peu dans toutes les provinces au risque de contaminer les autres, comme on nous avait dit au début, ce qui s'est pas du tout avéré, était quelque chose de plutôt malin, puisque je crois que c'est le Danemark qui a suggéré à sa population, si elle le pouvait, de partir justement hors des grandes villes pour aller à la campagne et pour permettre une distanciation physique effective. Alors on voit depuis la fin de ces confinements le maintien et même l'accélération de ces atteintes aux libertés publiques. Comment est-ce que vous analysez cette résignation des Français face à cette politique ? Écoutez, je crois qu'on a fait très très peur aux Français au départ. C'est-à-dire quand on reprend un petit peu l'évolution de la pandémie, on nous a montré des images de Chine. On voyait des gens confinés, on voyait des gens qui sortaient avec des masques, on voyait des drones pour surveiller la population. On s'est dit ça n'arrivera jamais chez nous. Peu de temps après, c'est l'Italie qui a utilisé un petit peu ce modèle, qui a un peu copié le modèle chinois. On voyait des
des camions militaires qui charriaient des cadavres, on voyait des hôpitaux surchargés qui débordaient, et on a vu l'Italie confiner sa population. On s'est dit, ça se rapproche, mais quand même c'est un peu dur. Et puis on a confiné la France. On a expliqué aux gens qu'ils ne devaient plus sortir. On a dit d'abord pour 15 jours au moins, en sachant très bien que ce serait plus long que ça. On leur a dit, il va falloir limiter nos interactions. Ok, beaucoup de gens ont joué le jeu. Pendant que les gens étaient confinés, on n'arrêtait pas de leur expliquer que la situation était dramatique, que beaucoup de gens mouraient, qu'il y avait des malades à l'appel, que les services de réanimation étaient débordés. Et c'est d'ailleurs la justification au confinement. Puis petit à petit, on a commencé à se déconfiner, comme ils ont dit, en nous expliquant qu'on pouvait ressortir en faisant attention parce que les chiffres étaient meilleurs, mais que c'était pas terminé et qu'il fallait commencer à apprendre à vivre et à modifier un petit peu nos modes de vie. Or, on se rend compte que les gens ont accepté des contraintes à leur liberté, aux libertés publiques et aux libertés individuelles qui ont été sans précédent et qui l'ont accepté presque de bon cœur. Et ce que j'ai trouvé... Ils en redemandent même. Et ils en redemandent. En fait, ce que j'ai trouvé particulièrement effrayant, c'est que les gens se sont résignés, si vous voulez, d'une part à la peur et d'une autre part à une certaine forme d'obéissance qui confine parfois à l'irrationnel. Et ce qui m'inquiète, c'est qu'une fois qu'on a... C'est un peu une sorte d'effet cliquet, si vous voulez. C'est-à-dire que quand en droit, l'effet cliquet, c'est quand on intègre une norme et qu'elle est respectée par tout le monde, c'est très difficile de revenir en arrière. Là, c'est un petit peu pareil. C'est-à-dire qu'il y a une forme d'effet cliquet, une forme d'accoutumance aux restrictions, une forme de résignation. C'est pour ça que j'ai intitulé mon livre « La résignation ». Il y a une forme de résignation aux contraintes pour des justifications sanitaires que je trouve un petit peu effrayantes, et on voit avec l'automne qui arrive se redessiner quelque part de nouvelles restrictions aux libertés avec une population qui, mine de rien, n'est pour l'instant pas très rétive à tout cela. Les médias, on l'a vu aussi pendant le confinement, ont joué un rôle important, c'est le moins qu'on puisse dire. Ils ont trouvé, dites-vous, un moyen efficace de diffuser une véritable drogue en perfusion à tous les embastillés. Quels sont les effets de la montée et de la descente de cette drogue ? On a pu voir dès le début du confinement qu'effectivement on avait des points presse tous les jours du directeur de la santé, Jérôme Salomon, qui venait égrener des chiffres, qui montraient des tableaux, qui montraient des graphiques, avec un air très solennel en nous expliquant qu'effectivement la situation était très grave. On avait chaque jour des morts, d'abord par dizaines, ensuite par centaines, et on se rend compte qu'il y avait quelque part une sorte de rendez-vous. C'était un point presse quotidien et que les gens attendaient quasiment ce rendez-vous. Les médias en faisaient leur chou gras, en montraient les chiffres de mortalité. Enfin, c'était une sorte de grand-messe, au quotidien où tout le monde attendait un petit peu avec... je dirais pas avec impatience, mais avec un intérêt certain, les chiffres du jour. Voilà. Et la montée, ça a été une espèce d'accoutumance à la morbidité quelque part. Et les effets de la descente ont été, écoutez, puisqu'il n'y a plus de morts à se mettre sous la dent, maintenant qu'est-ce qu'on attend pour se faire peur ? On attend les cas positifs, on attend les réanimations saturées, on attend le taux d'incidence avec les fameux 250 pour 100 000, etc. On attend en fait des chiffres auxquels on comprend plus grand-chose, qui sont d'ailleurs peut-être pas vraiment justifiés, mais quelque part j'ai l'impression qu'il y a comme un effet drogue effectivement à tout cela, c'est-à-dire qu'on n'arrive plus à se passer de notre petite dose covidienne quotidienne. Le shoot de terreur pure, vous dites. Le shoot de terreur pure, et c'est vrai qu'au début de la crise, il y avait un shoot de terreur pure quasiment chaque jour, puisque quand on atteignait des chiffres qui étaient quand même, il faut l'avouer, qui étaient quand même assez effrayants, c'est-à-dire que voir des mortalités à 500, 600 personnes par jour, c'était pas rassurant. Ça, je l'entends tout à fait, j'en conviens, mais ça s'est un petit peu transformé en quelque chose de malsain, je trouve. Toujours pendant le confinement, on a vu que cette politique, en tout cas que les règles qui concernaient ce confinement n'ont pas été toujours très suivies. On a vu que les contrevenants étaient assez nombreux dans les quartiers dits sensibles. Est-ce que vous pensez que les émeutes de 2005 sont toujours présentes dans l'esprit des politiques ? Je pense que la crainte d'un débordement est toujours présente, puisqu'à chaque fois qu'il se passe quelque chose dans un quartier dit sensible, on voit qu'il y a quand même beaucoup de pincettes qui sont prises, on voit que les forces de l'ordre, qui d'ailleurs le déplorent elles-mêmes, sont en général bridées dans leurs moyens d'action, sont en général retenues par le pouvoir politique pour éviter des problèmes. Et malheureusement, il y a eu une espèce de compensation qui s'est créée. On a vu par exemple pendant la période du confinement que beaucoup de gens se faisaient verbaliser pour des motifs absolument fantaisistes. On a vu des drones surveiller des petits villages en province, on a vu la gendarmerie patrouiller
patrouiller le long des rivières pour trouver des gens qui se promèneraient tout seuls et les verbaliser. On a vu quand même des situations ubuesques. On a aussi vu le cas d'une dame qui s'est pris une amende parce qu'elle n'avait acheté que du Coca-Cola dans le supermarché où elle fait ses courses. Et on lui a dit, c'est pas des produits de première nécessité, vous allez vous prendre une amende. Donc on sent qu'il y a eu une espèce de petite dérive, si vous voulez, une petite dérive autoritaire sur des populations qui globalement se tenaient bien et respectaient à peu près les règles qu'on leur imposait, fussent-elles disproportionnées, et qu'à côté de ça, il y a eu énormément d'incidents à coups de pétards, à coups de feux d'artifice sur la police, etc. pendant le confinement. Et il y a quand même un deux poids, deux mesures qui est très flagrant et qui dénote d'une injustice incroyable. C'est allé même jusqu'à, et vous le rappelez dans votre ouvrage, l'histoire de ce jeune homme qui n'a pas pu aller voir son père en plein confinement, qui a été arrêté par la police et renvoyé chez lui alors que son père allait mourir quelques heures après. Donc, tout à fait, son père on a pu voir un petit peu la rigidité de la police quant à l'application de ces règles. Les faillites, elles commencent à tomber. Déjà, dès la fin du confinement, on pouvait les compter. C'est pour vous une vraie cause de mortalité, de pathologie psychologique. Est-ce qu'on peut assister en ce moment à une mortalité en hausse ou à des entrées dans les hôpitaux psychiatriques supérieures à la normale à cause de ces faillites ? Je pense que la mortalité, on la verra peut-être pas tout de suite, mais on peut assister à terme à effectivement une sorte de dépression collective de la part des professionnels des secteurs qui ont été les plus impactés par le confinement, au premier rang desquels les restaurateurs, tout ce qui touche à l'hôtellerie, au tourisme, etc., qui ont été très sévèrement impactés. Et on voit d'ailleurs actuellement, avec les mesures qui sont mises en place de refermeture des restaurants et des bars à Marseille, l'épée de Damoclès aussi qui pend au-dessus des restaurants et des bars parisiens et de plusieurs grandes métropoles commence à inquiéter très fortement les professionnels du secteur. On assiste à des manifestations et on voit que les conséquences psychologiques du désastre économique qui est induit par le confinement d'une part et ensuite par les mesures sanitaires exagérées d'autre part risquent au final causer beaucoup plus de dégâts que d'apporter de bienfaits. On a vraiment eu l'impression pendant cette crise que le gouvernement, l'exécutif, se cachait un petit peu derrière les décisions de ce fameux conseil scientifique. Est-ce que la crise lui est imputable à lui seul ? La crise n'est pas imputable au conseil scientifique à lui seul, mais il y a eu une espèce de renvoi, de jeu un petit peu étrange qu'il y a eu entre les pouvoirs publics d'une part et le conseil scientifique d'autre part, parce que le conseil scientifique était censé être un conseil... comme son nom l'indique, fait pour donner des directions, fait pour aider, aiguiller le gouvernement et le pouvoir politique dans sa prise de décision. Or, on s'est rendu compte très vite que le conseil scientifique avait un peu tendance à surpasser quelque part le pouvoir politique dans ses prises de décision concernant la gestion de la crise sanitaire. On a vu d'ailleurs récemment que le professeur Delfraissy, donc à la tête du fameux conseil scientifique, avait dit que le gouvernement aurait prochainement à prendre des décisions très difficiles. On est un petit peu surpris de la dimension que prend le conseil scientifique en se demandant si c'est pas eux-mêmes qui édictent les règles et les politiques qui les signent, quoi. Donc oui, effectivement, le conseil scientifique, d'autre part, le conseil scientifique dans sa composition même est un petit peu surprenant puisque, outre des virologues, des épidémiologistes, enfin des gens qui sont censés être des professionnels de la situation, on a mis dedans une anthropologue, un sociologue, au motif qu'on devait un petit peu, grâce à eux, évaluer les réactions de la société. Je me demande encore quel travail ils ont fait. C'est-à-dire qu'on n'a absolument pas vu de travail anthropologique ou de travail sociologique sur les conséquences des mesures sanitaires et sur les dégâts que ça pouvait occasionner dans la population. On n'a encore aujourd'hui aucune étude sérieuse établie par ces gens. On n'a encore aucun retour sur les dégâts occasionnés. On n'a rien. J'ai l'impression aussi qu'ils n'ont pas conseillé le gouvernement. S'ils avaient conseillé le gouvernement, je le rappelle dans mon livre par exemple, un fondement anthropologique très simple, c'est quand même d'autoriser les gens à accompagner leurs morts. On a vu que pendant le confinement, des gens ont été privés d'enterrement à cause de ça. Donc un anthropologue qui ne conseille pas de suivre des fondements anthropologiques séculaires, à quoi il sert ? Je me le demande. Venons-en à la star du moment, le professeur Raoult. Vous estimez qu'il allait payer sa contestation, sa méthode, contraire à celle des laboratoires. Est-ce que vous iriez jusqu'à penser qu'il paye aujourd'hui, que les Marseillais, que les restaurants, que les bars qui ont été fermés, ces fermetures sont la conséquence de l'attitude, un petit peu de rébellion du professeur Raoult à l'égard des dites élites? Écoutez, c'est quand même très surprenant de voir la popularité du professeur Raoult
qui a été gagné, j'ai envie de dire, pendant cette crise, se retournait un petit peu aujourd'hui contre lui, puisque au vu des positions qu'il a prises, notamment concernant l'hydroxychloroquine. Après, c'est des débats techniques, donc je vais pas m'attarder dessus, mais on a vu que le professeur Raoult était quelqu'un qui n'était pas favorable à la gestion par la peur. On a vu qu'il était très serein par rapport à cette crise, on a vu qu'il soignait, on a vu qu'il appliquait des protocoles testés, isolés, traités, qui étaient efficaces et fonctionnels aujourd'hui, que le gouvernement fait d'ailleurs, qui le fait même ad nauseam, j'ai envie de dire, puisqu'on teste trop, on en fait un petit peu trop. Mais le professeur Raoult a utilisé une méthode qui fonctionnait, et c'est beaucoup, c'est beaucoup, je dirais pas rebellé, mais a beaucoup pris de court un petit peu le gouvernement en expliquant que sa méthode n'était pas la bonne et qu'à l'IHU, ils ont utilisé des techniques qui étaient efficaces et fonctionnelles. Donc je me suis demandé si les mesures sanitaires qui ont été prises à l'égard de Marseille spécifiquement n'étaient pas quelque part une façon de faire payer de faire payer la contestation raoultienne et la popularité raoultienne, de le faire payer en fait à tous les Marseillais qui pour le coup soutiennent énormément Raoult et ce quel que soit, j'ai envie de dire, leur courant de pensée, leurs opinions politiques. On a vu par exemple qu'il y a quelques semaines, en même temps qu'Olivier Véran, Didier Raoult avait fait une conférence et qu'il avait avec lui aussi bien Martine Vassal, donc la présidente du département qui est LR, que Michel Rubirola, la nouvelle maire de Marseille, qui est Europe Écologie Les Verts. Lui-même est plutôt proche de Michel Onfray et de Front Populaire. Enfin, c'est des gens qui n'ont rien à voir politiquement les uns avec les autres, mais qui le soutiennent et qui forment une sorte de bloc. Voilà. Et je pense aujourd'hui que les Marseillais, et Renaud Muselier l'a dit il n'y a pas longtemps, les Marseillais payent quelque part, peut-être indirectement, mais payent ça. Le vrai drame dans tout ça, dites-vous, Xavier Leguet, ce n'est pas la mort, mais son rejet. Qu'est-ce que ça indique de l'état de notre société ? Écoutez, la mort en elle-même est devenue quelque chose de totalement inacceptable. Alors effectivement, le fait de progresser, si vous voulez, dans l'histoire humaine, d'arriver à allonger l'espérance de vie, d'arriver à protéger les populations, d'arriver à soigner, d'arriver à contrebalancer, on va dire, les accidents de la vie, que ce soit sur le plan physique ou sur le plan viral, ou enfin, si vous voulez, tous les soins qui sont apportés à la personne, c'est quelque chose de bien. Or, il ne faut pas que ce soit poussé non plus jusqu'à un refus total, si vous voulez, de la mort, et jusqu'à un refus total des aléas de l'existence. Et ce qui me gêne beaucoup avec ça, c'est qu'on est dans une logique aujourd'hui où on estime qu'on va confiner la mort en empêchant les vivants de vivre, tout simplement. Et c'est particulièrement problématique puisque cette volonté de repousser la mort repousse en réalité tout ce qui fait le sel de l'humanité, c'est-à-dire les relations humaines, c'est-à-dire les interactions. Un exemple tout bête, c'est la protection des populations en EHPAD. C'est-à-dire qu'on a été incapable au départ de protéger les résidents des EHPAD qui se sont retrouvés, pour beaucoup, contaminés, qui se sont retrouvés malades, etc. On a décidé à la fin de les priver de toute visite. On a décidé de leur interdire de voir leurs proches, leurs familles, ce qui est quelque chose peut-être d'encore pire que le risque d'attraper un virus. Et ce qui me gêne dans tout ça, c'est que on refuse la mort, mais on refuse la mort par la maladie. À la limite, la mort par autre chose, visiblement, ça n'a pas l'air très angoissant, notamment la mort par dépression. Ce refus de la mort, vous pensez que ça vient de tout le délire transhumaniste qui nous arrive depuis les États-Unis ? Je ne sais pas si on peut imputer ça aux transhumanistes. Je pense que les transhumanistes, d'une manière générale, seront peut-être à la pointe de ce qui sortira de cette crise, puisqu'on voit que les transhumanistes sont évidemment pro-vaccin. On voit que les transhumanistes essayent de modifier l'essence même de l'être humain pour en faire un homme amélioré, un homme augmenté, un homme plus résistant, un homme plus fort, quitte à refuser un petit peu, refuser la nature. Le transhumanisme, c'est une forme de rejet de la nature. Et c'est ça qui est un petit peu dérangeant. Mais je ne pense pas que le rejet de la mort soit le fait des transhumanistes. Je pense que le rejet de la mort est plutôt quelque chose qui est lié à l'époque, déjà, et qui est aussi lié à la volonté des pouvoirs publics de s'exonérer d'un risque pénal qui leur pend au nez, puisque la mauvaise gestion de la crise dès le départ fait que il y a déjà des plaintes, il y a déjà des poursuites, il y a déjà des gens qui se mobilisent pour essayer de porter cette affaire en justice. Et je pense aussi qu'il y a quelque part une volonté de se protéger à tout prix, en prétendant protéger les autres. Le monde d'après, on en a beaucoup entendu parler à la fin du confinement. Le monde d'après sera le même qu'avant, mais en pire. C'est ce qu'avait dit le romancier Michel Houellebecq, mais c'est aussi ce qu'avait dit le ministre des Affaires étrangères Yves Le Drian. Comment va se formaliser ce pire ? Je pense que le monde d'après sera le même d'avant, le même qu'avant, pardon. Peut-être pas, c'est très compliqué comme question. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on appelle le monde d'après déjà ? On appelle le monde d'après virus ou le monde d'après crise ? C'est pas tout à fait la même chose. Si vous voulez, on a une crise
sanitaire, qui est aussi une crise du modèle économique global qui touche le monde, c'est-à-dire une mondialisation effrénée, c'est-à-dire un libéralisme à tout crin, une absence de contrôle aux frontières. On a vu qu'on était en pleine crise de la mondialisation quelque part avec cette crise sanitaire. Beaucoup espèrent que le monde d'après sera un retour à d'autres valeurs, c'est-à-dire un retour à des nations souveraines, un retour à plus de souveraineté industrielle, des productions nationales, du localisme, etc., pour éviter des échanges transfrontaliers trop importants qui peuvent amener à des conséquences négatives. Or, la crainte, je pense, avec ceux qui pensent que le monde d'après sera le même qu'avant Empire, c'est qu'en fait, on ne change pas de modèle, mais qu'on entre dans une ère de la surveillance généralisée, qu'on entre dans une ère du mensonge à grande échelle, qu'on entre dans une ère de manipulation des masses. Enfin, on voit quand même toute l'ingénierie sociale qui est mise en place actuellement pour manipuler les gens et pour continuer à leur faire croire qu'un danger grave et imminent arrive. Par exemple, les déclarations récentes d'Olivier Véran sur le taux d'incidence et sur les chiffres montrent bien que la manipulation est quelque chose d'entrée dans les mœurs. On a vu la ministre des Sports, Roxana Maracineanu, récemment déclaré que les règles sanitaires n'étaient pas édictées en fonction de la réalité de la circulation du virus, mais pour indiquer aux gens qu'ils doivent rester disciplinés. Voilà par exemple ce qu'on peut appeler le monde d'après. C'est-à-dire la discipline, l'obéissance, la croyance en tout ce que nous disent les pouvoirs publics et l'interdiction formelle de remettre ça en cause. Parce que tous ceux qui remettent en cause un petit peu la réalité de la gravité de la situation ou de l'épidémie sont immédiatement taxés de complotistes, sont immédiatement taxés de criminels, sont immédiatement vus comme des gens qui ne veulent pas l'intérêt général ni le bien commun. Et le monde d'après m'apparaît un petit peu effrayant et ressemble un peu à des dystopies qu'on a pu connaître, avec des contrôles renforcés partout, avec des prises de température systématiques. J'irai pas jusqu'à parler de dictature sanitaire, parce que j'aime pas trop ce terme, je trouve que c'est un peu un élément de langage médiatique, mais je pense qu'on peut craindre beaucoup pour les libertés individuelles dans l'avenir, oui. Vous estimez, et c'est ma dernière question, Xavier Leguet, que les Français se sont résignés, mais qu'ils ne seront pas amnésiques. On a souvent entendu par le passé des politiques dire que justement en matière de politique, les Français n'avaient aucune mémoire. Est-ce que vous pensez que la gravité de cet événement va remettre en cause ce dicton, cette expression ? Je suis un peu partagé là-dessus parce que on se rend compte que de plus en plus de gens sont lucides et conscients par rapport à la situation et comprennent qu'il y a peut-être un petit peu d'exagération. Les mêmes qui étaient très obéissants pendant le confinement, aujourd'hui s'interrogent. Donc on sent qu'il y a quand même une petite évolution vers un retour à une forme de lucidité. Mais quelque part, ils se sont résignés, et c'est vraiment le terme. C'est-à-dire que la résignation, c'est d'accepter qu'on nous impose quelque chose sans se rebeller. Ils sont résignés pour deux raisons. Ils sont résignés d'une part par la peur pour certains, la peur du virus, la peur de contaminer ses proches, et d'autre part la peur de la répression policière aussi, puisque immédiatement, dès qu'une mesure est mise en place, c'est suivi de contrôles, de sanctions, c'est suivi de contrôles de police, c'est suivi par exemple pour les masques à l'extérieur. On a vu des gens se faire contrôler dans des rues tout seuls, se faire verbaliser parce qu'ils mangeaient une gaufre. On a vu ça à Cherbourg. Donc les gens se résignent quelque part parce qu'ils n'ont pas le choix. C'est-à-dire qu'on a tellement habitué les gens, si vous voulez, à réprimer toute forme de contestation et à interdire toute forme de remise en cause de ce qui nous est imposé, que la résignation prend le pas sur la rébellion quelque part. Qu'est-ce que vous entendez quand vous dites que les Français ne seront pas amnésiques ? On voit dans les sondages le duel Le Pen-Macron se profiler pour la prochaine élection présidentielle. Est-ce que vous pensez que les Français changeront la tête de l'exécutif ? Je ne sais pas s'ils changeront la tête de l'exécutif, car le problème de nos élections, c'est le système institutionnel, puisqu'on est quand même dans un régime où les institutions font la politique et pas tout à fait l'inverse. Donc en cas de nouveau second tour entre le Rassemblement national et Emmanuel Macron, il se peut qu'Emmanuel Macron gagne. Mais je pense que dans la parole politique, il y aura un certain discrédit qui va grimper, et je pense que les gens ne seront pas non plus amnésiques par rapport à tout ce qu'on leur a fait subir. C'est-à-dire qu'ils ne se rebellent pas aujourd'hui, mais ils n'oublieront pas ce qu'ils ont subi. Si vous voulez, même des gens qui obéissent, même des gens très dociles, se rappellent à un moment ou à un autre quand on s'est moqué d'eux, ou quand on a été violent avec eux, ou quand on les a humiliés. Et ce que j'espère, c'est que les gens garderont toujours à l'esprit que les pouvoirs publics n'ont pas forcément cherché à faire le bien absolument, mais ont cherché surtout à se rassurer eux-mêmes et ont cherché à imposer des règles pour gérer une situation qu'ils ont eux-mêmes quelque part contribué à créer. J'espère que les gens se rappelleront de ça. La résignation, c'est le titre de votre ouvrage, Xavier Leguet. Je rappelle à nos téléspectateurs que vous pouvez vous procurer ce livre sur la boutique TVL. Merci Xavier Leguet d'être venu sur notre plateau.